messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algérie, votre émission de décryptage de l'actualité et de débat. Mehdi Rizal est avec nous ce soir. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs. Tahia Jazair. Faisal Metawi est également des nôtres. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed, bonsoir. Badis Nissa est également avec nous. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir. Faisal il dit juste bonsoir à lui-même, il s'en fout des autres. Bonsoir tout le monde. Merci Faisal. Et ce soir c'est Kamel Mensari qui se joint à nous, mesdames et messieurs. Bonsoir Kamel. Bonsoir Nouhed, bonsoir tout le monde. Et bonsoir aux téléspectateurs. Oui, surtout tout le monde. Sinon, Mehdi va vous reprendre également. Et on a le plaisir d'accueillir ce soir, mesdames et messieurs, en début d'émission, M. Abdelrahman Hadef, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir et un honneur à chaque fois de le voir. La dernière fois, c'était à Bocha pour l'inauguration de Gage. Et c'était un moment exceptionnel, une très belle émission et un moment exceptionnel. On a vécu ça en direct de l'intérieur. Effectivement. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous, monsieur Hadef. Partagé. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, Hebdo Show Algérie est un débat participatif. Un QR code va s'afficher en bas de votre écran. Participez à l'émission en posant les questions que vous voulez. Au sommaire ce soir, l'Algérie sort de la liste grise du GAFI, groupe d'action financière. Une consécration pour le processus de réforme économique impulsé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le régime du Makhzen en proie à l'incertitude. L'avenir de la monarchie marocaine est incertain. On en parle ce soir avec un focus sur l'ouvrage Le roman d'un roi. Le spectre émirati plane sur les crimes contre l'humanité perpétrés au Soudan. Abu Dhabi déjà impliqué dans la guerre qui sévit dans le pays. En dernière partie, Nariman Zekar nous rejoindra pour parler d'une affaire en justice banale qui a pris une toute autre tournure. Elle concerne le directeur du média Frontières qui dénonce un juge trop maghrébin pour être impartial. Et puis Coupe du Monde oblige, vous le savez, Nabil Djellit nous dira tout sur les actus de la compétition. Et on commence comme tous les dimanches soirs, mesdames et messieurs, avec l'essentiel de l'actualité. L'essentiel de l'actualité, c'est tout d'abord cette réunion du Conseil des ministres, présidée cet après-midi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Une réunion consacrée à des exposés portant sur la numérisation, la lutte contre les feux de forêt, les transports, la recherche scientifique ou encore l'archéologie. Faisal. Oui, un ordre du jour chargé, vous l'avez souligné, Nouhed, du Conseil des ministres. Au début, Monsieur le Président de la République a salué le secteur de la finance, notamment Monsieur le ministre des Finances et Monsieur le gouverneur de la Banque d'Algérie pour tous les efforts qui ont été fournis et qui ont permis... Il les a félicités. Il les a félicités. Pas salués, il les a félicités pour leur travail acharné pour sortir justement l'Algérie de la zone grise. Absolument, de la liste grise du GAFI, qui est donc le groupe d'action financière. Le chef de l'État a rappelé que la réputation internationale de l'Algérie avait lourdement souffert des dérives financières et illégales antérieures à 2019. Le deuxième point abordé par le Conseil des ministres, c'est la plateforme nationale des services numériques. Et là, le chef de l'État a souligné que l'entrée en vigueur de cette plateforme de numérisation vise à améliorer la gestion, à réduire les dépenses et à optimiser l'efficacité de l'administration des affaires de l'État et des citoyens, dont le quotidien sera grandement facilité. Et le chef de l'État a ordonné à Madame la ministre et au commissaire à la numérisation d'élaborer la cartographie sociale nationale avant la prochaine rentrée sociale, ce qui propulsera l'Algérie vers une nouvelle ère de justice sociale. Autre dossier abordé par le Conseil des ministres, un projet qui a trait au transport. C'est le projet de financement et de réalisation du premier tronçon de la ligne ferroviaire reliant plutôt l'Orwat, Gherdaya, El-Menia. Et là, le chef de l'État a ordonné aussi d'accélérer le lancement des chantiers de ce projet stratégique aux dimensions économiques multiples. Et il a ordonné également de raccorder cette ligne à Hassim Saoud, puisque bientôt il y aura l'entrée en service de la nouvelle raffinerie de Hassim Saoud. Donc cette ligne permettra donc de transporter le carburant. Un autre dossier abordé par le chef de l'État, déjà évoqué par l'agence APS ce week-end, c'est la création d'un conseil supérieur de la communauté scientifique nationale à l'étranger. C'est un conseil qui sera mis sous l'autorité de la présidence de la République, et le chef de l'État a lancé un appel à tous les enfants d'Algérie à travers le monde de venir participer à ce conseil et donc de venir contribuer au développement du pays. Et autre dossier aussi, Nouhed, à l'ordre du jour du Conseil des ministres, c'est la création aussi d'une agence nationale d'archéologie qui sera elle aussi mise sous l'autorité de la présidence de la République. C'est un établissement qui aura donc un caractère industriel et commercial anépique et qui travaillera notamment pour
consolider la recherche dans le domaine donc, de l'archéologie. Dernier point, avant la clôture du Conseil des ministres, le chef de l'État a ordonné aussi et a donné des instructions pour la création d'une société algéro-chinoise spécialisée dans le nettoyage de tous les ports algériens d'est en ouest, immédiatement après l'achèvement du projet d'extension du port de Annaba. Cette démarche intervient en prévision de l'entrée de ce port dans la phase d'exportation du phosphate algérien vers l'étranger à partir donc, de la mine de Bled el-Hadba dans la région de Bel Atel. J'aimerais juste revenir sur deux éléments, notamment sur l'agence, le Haut Conseil d'abord scientifique de la communauté nationale établie à l'étranger et également l'Agence nationale d'archéologie. Le Haut Conseil scientifique, d'abord le président de la République n'a jamais fait de différence entre les Algériens résidant en Algérie et résidant à l'étranger. C'est une manière, une opportunité, mais surtout un levier d'action, notamment mise à disposition à notre diaspora, notre communauté établie à l'étranger, qui veut justement s'inscrire dans la disponibilité intellectuelle, scientifique et autres, puisque l'Algérie a besoin effectivement, en complémentarité avec nos universités, en complémentarité avec nos scientifiques, pour pouvoir élaborer une stratégie, encore une fois bien pensée, selon une vision stratégique du président de la République, pour permettre, encore une fois, donner les moyens aux ambitions de l'Algérie. Et surtout aussi, c'est une valeur ajoutée en matière de développement à terme. Je reviens sur l'Agence notamment nationale d'archéologie. C'est très important. Je ne sais pas si vous vous imaginez, quand on parlait ici même sur ce plateau, on parlait de récit, le narratif, le récit national. Si vous ne l'écrivez pas, c'est les autres qui l'écrivent pour vous. Donc aujourd'hui, à travers cette agence, justement le président de la République permet que les enfants de l'Algérie, que l'archéologie, que l'histoire de l'Algérie soient écrites par ces enfants. Et seulement ces enfants pour éviter de contourner, de dénaturer, d'altérer l'image de l'Algérie. Et je rappelle, et pour cause, puisque notre histoire, elle est civilisationnelle, elle est profonde, de l'aveu même du pape lors de son déplacement en Algérie, qui avait évoqué que l'Algérie existait bien avant Saint-Augustin. Je suis d'accord avec toi, sauf qu'il y a une chose que tu as oublié de préciser, Badis, et je pense que c'est toute la différence. C'est que ce n'est pas une agence de plus parmi toutes les agences que l'on connaît. C'est une agence qui est directement sous la supervision de la présidence de la République. Et toute la différence est là. Ça veut dire que c'est une agence qui sera en coordination directe avec le plus haut sommet de l'État et qui vont travailler dans la direction du président de la République et du gouvernement. Parce que des agences, on en a connu. Il y a des agences qui font très bien leur travail et il y a des agences qui ne font pas très bien leur travail. Et une agence qui est sous les feux des projecteurs comme ça, aussi proche, on va dire, du sommet, c'est très important parce que ça donne justement le cautionnement. Exactement, le cautionnement et surtout la respectabilité par rapport à ce qu'on a besoin que fasse justement cette agence qui a été créée. Donc moi je trouve que ces deux, puisque c'est sorti par décret officiel, donc ces deux décrets officiels qui ont été signés par le président de la République pour la création de ces deux entités ont d'autant plus de valeur qu'ils sont directement rattachés au sommet de l'État, donc avec des décisions, ce qui dit sommet de l'État, dit des décisions rapides, une bureaucratie que l'on combat trop souvent justement dans les, on va dire, étages inférieurs qui n'aura pas lieu parce que justement il y a une coordination directe. Et je pense que c'est de très très bon augure pour développer ces deux systèmes. Et cette agence, Mahdi, pour compléter, sera dotée d'une police spécialisée dans la protection et le contrôle de tout ce qui rapporte aux vestiges historiques. Mais c'est très bien. Et on est en retard. Et c'est très bien de l'avoir fait maintenant. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça fait 70 ans qu'on ne l'a pas fait. Et ça fait 70 ans, comme l'a si bien dit Badis, que c'est les gens qui racontent notre histoire et qu'on ne la raconte pas par nous-mêmes. Et c'est ça qui est dommage. Il faut qu'on arrive en 2026 avec un président de la République qui, justement, met ça sur la table en disant on doit raconter, on doit avoir notre narratif et on doit savoir qui on est, d'où on vient, où on va et comment on fait pour protéger notre patrimoine, pour protéger notre histoire et pour protéger notre Algérie. Et c'est très bien. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'on a été obligé d'attendre jusqu'à maintenant pour le faire. Voilà, ça c'est dommage. Mais le cheminement est bon, voilà. On ne peut écrire notre histoire et défendre notre patrimoine sans trace. L'archéologie est là pour le démontrer. Bien sûr. Si beaucoup aujourd'hui démontent et disent qu'il n'en a pas d'histoire, justement, le travail qui doit être fait pour valoriser le travail archéologique en concert avec le travail historique fait en sorte
que l'Algérien reconquiert son passé, son histoire, et justement le détail auquel fait référence Faisal, la protection de ce patrimoine est très important pour le trafic. On a eu énormément, notre histoire n'est pas entre nos mains, nos vestiges ne sont pas entre nos mains. Les protéger, c'est protéger justement ce prolongement qu'a le citoyen algérien avec son histoire et son identité, ce qui est le plus important aujourd'hui. Kamel, d'accord, mais moi, ce qui me pose problème, c'est pourquoi on a attendu jusqu'à maintenant. Bien sûr, c'est une question. On a dit qu'il y a eu l'indépendance, on est d'accord. Ensuite, il y a eu des années un peu compliquées, il y a eu la décennie noire, on est d'accord. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu l'embellie, du pétrole, on avait des budgets pour faire tout ça. Oui. Pourquoi on ne l'a pas fait? On préférait monter des usines pour gonfler des pneus à l'intérieur, pour faire de la surfacturation? C'était ça les priorités? Non, ce n'était pas ça les priorités. C'était de protéger notre histoire, c'était de protéger notre patrimoine. Oui. Donc, on a attendu qu'un président vienne de la République, Abdelmajid Tebboune, qui reprenne les choses en main. Mais le problème, moi, ce qui m'interpelle, si tu reviens à ces discours, pourquoi on a perdu autant de temps? Pourquoi depuis 62 on l'a pas fait? Si tu reviens, est-ce que le président doit s'occuper de la GAFI, doit s'occuper de l'archéologie, est-ce qu'il doit s'occuper de tout ça? Moi, c'est ça qui me pose problème. Les gouvernements précédents, pourquoi l'ont pas-t-il fait? La question est là. Quel est le président qui avait donné le chiffre de 5 millions, c'est-à-dire pour voir l'attachement qu'a le président de la République à l'histoire, qu'elle soit en tant que prix de sang ou en tant que prix identitaire? Oui, absolument, c'est lui qui l'a fait. Donc voilà. Donc l'importance historique, ou plutôt le prolongement et tu sais où tu vas, tu sais où tu vas, Kamel, quand tu sais d'où tu viens. Et c'est ça l'important. Bon, messieurs, je suis désolé, il faut qu'on avance. Je donne la parole à rapidement, moi plutôt, je vais lier ça avec quelque chose de l'avenir, parce que effectivement, avec l'avènement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est encore pire. C'est l'intelligence artificielle qui est en train d'écrire les histoires. Qui est en train d'écrire les histoires. C'est ce qu'on appelle les modèles de langage géant, donc ce qu'on appelle les LLMs, les Large Language Models, qui sont en train d'écrire l'histoire des nations et des sociétés, et qui influent même sur l'avenir des sociétés. Donc cette création de l'institution de l'agence sur l'archéologie est venue au bon moment justement pour permettre aux spécialistes, que ce soit dans l'archéologie ou bien dans le numérique, de travailler ensemble pour créer vraiment notre patrimoine, parce que c'est l'avenir qui va Mais d'où l'importance, et je le dis et je le répète, d'où l'importance de rattacher justement cette structure à la présidence de la République. Moi, c'est ça. Moi, c'est cette symbolique qui me plaît. Parce que créer une agence pour créer une agence, il y en a des centaines des agences. Tout simplement. Mais quand tu es sous la protection, entre guillemets, la protection, Nouhed est en train de devenir dingue, parce qu'elle a son programme à faire. J'ai une feuille de route à suivre. Mais quand tu mets cette agence sous la protection directe du président, de la présidence de la République, elle est protégée par décret. Donc du président de la République qui est protégé par décret, tu lui donnes cette ossature, tu lui donnes cette sécurité, tu lui donnes cette respectabilité qui fait que... Surtout, la dot d'attribution de souveraineté. Mais moi, c'est ça, c'est ce que j'aime, moi. Moi, c'est ces choses-là que j'aime. On la dot d'attribution de souveraineté. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui va amener les gens à la respecter et travailler avec. Et on va clore le sujet juste après. On finira là-dessus. Pour aller dans votre sens, justement, quand le président de la République veut sanctuariser, veut sacraliser ce travail de fond, effectivement, en le rattachant à une institution qui a quand même la présidence et le président lui-même. C'est quoi aussi? C'est qu'on parlait tout à l'heure du récit, on parlait du narratif. On va plus loin encore, j'en ai parlé il y a quelques temps déjà, par rapport au fameux roman national ou le récit national. Vous savez, il y a des pays, des anciens colonisateurs qui ont réécrit leur roman national, qui l'ont enjolivé en fonction de leur angle de vue. Or, aujourd'hui, l'Algérie n'a pas besoin d'enjoliver. L'Algérie, j'ai juste à travers cette agence, crédible, légitime, pertinente, mais surtout aussi qui va accompagner les mutations de notre temps, à savoir comment écrire, en fait, comment lier en complémentarité les études historiques, archéologiques, avec les artefacts, avec les effets, c'est-à-dire tangibles. Quand on parle de civilisation, comme l'avait dit le pape, à savoir au-delà de Saint-Augustin, c'est preuve à l'appui. Contrairement à d'autres pays qui, eux, sont dans un imaginaire de narratif. Nous, on est dans un existentiel qu'on doit aujourd'hui structurer, encadrer, et encore une fois, sous la coupe du président de la République. On rappelle également que cette agence va notamment permettre de protéger notre patrimoine archéologique. Mais on ne communique pas assez. On communique pas assez sur ça. Non, mais Nouhed, blague à part, on ne communique pas assez sur ces choses-là. Et c'est ça qui est important. Moi, je vous le dis, c'est ça qui est important de communiquer.
D'accord ? Parce que quand on a des agences comme ça, justement, qui structurent, qui mettent des garde-fous, qui mettent des barrières pour notre patrimoine, c'est ça l'avenir. Moi, je m'en fous, moi, de dire, oui, on a acheté 50 jeans et on va les vendre, ou je sais pas, n'importe quelle connerie qui mettent dans les pages Twitter et dans les trucs. Je m'en fous, je m'en tamponne. Moi, c'est ça. Moi, c'est mon histoire, c'est mon patrimoine, c'est ma culture, c'est mes origines. C'est tout ça, moi, qui est important. Voilà, c'était mon coup de gueule de la soirée. Merci Mahdi Rezar pour ce coup de gueule. Mon premier coup de gueule. Exactement. Autre actualité également sur laquelle on revient, mesdames et messieurs, ce sont les vœux adressés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au peuple algérien à l'occasion du nouvel an de l'Hégire, Kamal. Oui, c'est bien sûr, c'est le traditionnel rendez-vous du président de la République au début de chaque année, qu'elle soit traditionnelle hégirienne ou grégorienne. Donc le président de la République adresse ses vœux. Mais dans ce message-là, il y a deux mots d'ordre qui sont importants. Il souhaite aux Algériens la prospérité et la stabilité. Il ne peut y avoir, pourquoi ? Parce qu'il ne peut y avoir, ce sont deux mots d'ordre qui marchent ensemble, parce qu'il ne peut y avoir de la prospérité sans la stabilité. C'est pour cela, la stabilité, c'est à travers toutes les institutions qui sont concernées par assurer une stabilité aux citoyens, et en même temps, le travail qui est fait par les institutions à la tête de la présidence pour assurer une prospérité aux citoyens aussi. Et donc, ce sont des vœux qui sont tout à fait, qui sont plutôt des messages de rassurance aux Algériens. Et en même temps, bien évidemment, il s'agit de montrer la voie et quelle est la feuille de route de la présidence s'agissant de la stabilité et de la prospérité de l'Algérien, grosso modo. Merci Kamal. Depuis Accra, cette fois-ci, capitale du Ghana, et en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, a appelé au nom de l'Algérie à une reconnaissance internationale explicite du caractère criminel de l'esclavage et du colonialisme. Oui, effectivement, c'est une conférence très importante. C'est la conférence consultative de haut niveau sur la justice réparatrice et les réparations historiques liées à la traite transatlantique des esclaves. Et M. Azzouz Nasri, donc président de l'ABD du Conseil de la Nation, qui a parlé au nom du président Abdelmadjid Tebboune et de l'Algérie, a rappelé que l'Algérie lance un appel renouvelé et sincère en faveur d'une reconnaissance internationale explicite par des organisations onusiennes et les anciennes puissances coloniales du caractère systématique et criminel des pratiques liées à l'esclavage et au colonialisme et aux autres violations graves qui ont visé les peuples africains. Parmi les violations, il y a le pillage culturel. On parlait tout à l'heure de patrimoine. Et l'Algérie soutient, a dit M. Nasri, soutient pleinement l'engagement des historiens africains et des experts en droit international dans une action concertée visant à réunir documents, témoignages et preuves juridiques irréfutables démontrant les crimes perpétrés contre les peuples du continent durant les périodes de l'esclavage et de la colonisation. Fort de son héritage de lutte et de son expérience unique de libération nationale, l'Algérie a subi le colonialisme pendant 132 ans, le colonialisme français. L'Algérie, a déclaré M. Nasri, est aujourd'hui pleine et disponible à mettre à la disposition des institutions africaines et internationales compétentes l'ensemble des documents historiques, preuves matérielles et témoignages authentifiés qu'elle détient. Parce que le colonialisme n'est toujours pas considéré par la communauté internationale comme un crime contre l'humanité, un crime contre les peuples, d'où cet engagement de l'Algérie. L'Algérie a accueilli en novembre 2025 une grande conférence internationale, justement, avec une forte participation africaine pour arriver à criminaliser la colonisation. Le Parlement algérien a adopté une loi en ce sens en avril dernier. Justement, Faisal, l'Algérie se pose, avec ce discours, l'Algérie s'impose comme étant, elle impose son leadership moral sur l'Afrique, en étant un pays qui a souffert, qui a eu 1,5 million de martyrs durant la Révolution, sans parler des 5 millions durant toute son colonisation. L'Algérie s'impose comme le porte-drapeau, le porte-étendard des revendications africaines en matière de reconnaissance et de revendication s'agissant du colonialisme et de l'esclavagisme. Donc il y a toute une histoire que l'Algérie partage avec l'Afrique parce qu'elle a souffert. Parce que le colonialisme, c'est quoi ? Ce n'est pas simplement un crime contre l'humanité, c'est le crime des crimes. C'est la matrice de tous les crimes, l'esclavagisme, les crimes de masse, le génocide, le déplacement de population, les privations, ce sont tous là. Donc l'Algérie, en ayant subi tous ces segments, tous ces crimes, intervient et se pose. Elle a un droit moral et en plus c'est une revendication qui est partagée par les Africains. C'est pour ça que l'aboutissement de ce discours et de cette démarche répond déjà aux revendications algériennes, mais remet
devant la communauté internationale le fait que le colonialisme et l'esclavagisme vont de pair et qu'il y a lieu d'aller vers une comptabilité devant l'histoire et que ces peuples-là, ou ces colonies, les colonisateurs qui ont fait subir ça aux Africains, devraient répondre de leurs actes par l'histoire, par les écrits ou par la reconnaissance. Je te rejoins effectivement, c'est que l'Algérie est en droite ligne avec d'abord ses principes fondamentaux, à savoir défendre l'intérêt du continent africain, y compris quand il s'agit de son passé, de ce lourd passé et l'histoire notamment colonialiste et néocolonialiste. Et là, je te rejoins effectivement que le colonialisme n'est pas aussi non plus que du passé. Le colonialisme a laissé une empreinte. Le colonialisme a des conséquences subsidiaires aujourd'hui que nous vivons dans le quotidien, notamment sur le continent africain. C'est quoi? C'est les asymétries diplomatiques, c'est les dépendances monétaires, c'est une architecture d'influence, c'est des injonctions, c'est du diktat notamment de certains pays occidentaux. Donc c'est pour ça que c'est un passé présent, mais surtout avenir, dans lequel l'Algérie, effectivement, veut passer d'un devoir moral à un devoir juridique et de l'inscrire dans le droit international. L'Algérie réclame une reconnaissance juridique explicite. C'est ça. Ce n'est pas un regret moral qu'on cherche. Et c'est pas n'importe quel pays qui le dit, c'est l'Algérie qui le dit, droit dans ses bottes, l'Algérie qui a elle-même, pour pas dire, on ne fait pas de hiérarchisation de souffrance colonialiste, tout le continent, on a souffert notamment des affres, mais l'Algérie est bien placée aujourd'hui parce qu'elle est cohérente, elle a aussi cette faculté, cette capacité de pouvoir parler au nom d'une Afrique historique, mais également une Afrique contemporaine qui voit l'avenir à travers sa jeunesse. Et cette jeunesse qui a besoin aussi de justice historique, de devoir de mémoire. Et c'est pour ça que je dis, l'Algérie, à travers ce discours, à travers la position du président de la République, Abdelmajid Tebboune, dite par Azouz Nasri, c'est tout simplement pour... L'Algérie ne demande pas, l'Algérie ne quémande pas une compassion mémorielle. L'Algérie ne quémandera jamais de toute façon. Elle exige, justement... L'Algérie ne quémandera jamais quoi que ce soit. Elle exige une qualification... On est trop fiers pour quémander quoi que ce soit. Une requalification historique et juridique, notamment des affres du colonialisme et surtout les réparations. Exactement. Merci, Badis Nissa. Autre information sur laquelle on revient également. À l'occasion du Nouvel An de l'Hégire, le général d'armée Saïd Chengrha a adressé ses vœux à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire. Faisal. Oui, le général Saïd Chengrha effectivement a salué les efforts remarquables et les sacrifices considérables, a-t-il dit, pour la sécurité et la stabilité du pays, en s'appuyant sur les bilans opérationnels de ces derniers mois de lutte contre notamment le terrorisme et les résidus du terrorisme. Le général d'armée Saïd Chengrha a exhorté aussi tous les militaires, chacun dans sa place, dont les cadres et les soldats, à poursuivre ce travail assidu pour renforcer les fondements de la résilience et de la solidité de notre institution militaire en conformité avec la préservation des intérêts suprêmes du pays. Et les résultats obtenus dans la lutte contre les résidus du terrorisme ces derniers temps incitent, a-t-il dit, tous les militaires, chacun dans son domaine et dans le cadre des prérogatives, à déployer davantage d'efforts pour poursuivre le plan opérationnel de l'AMP, puisque le général Saïd Chengrha a rappelé qu'il y a aussi des menaces régionaux et internationaux. Et donc ce travail fait par notre armée nationale populaire, permet, comme il a souligné, de préserver aussi l'indépendance et la souveraineté de l'Algérie. De son côté, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, M. Staffan de Mistura. Kamal Mansari, vous avez des détails. Absolument, il s'agit justement de faire une évaluation avec M. de Mistura à propos de sa mission sur le Sahara occidental. Le plus important pour l'Algérie, c'est de rappeler d'abord la position du Sahara occidental, c'est-à-dire le Polisario, que la question du Sahara occidental ne peut être réglée que dans le cadre onusien, c'est-à-dire on revient aux fondamentaux, tels que d'ailleurs formulés par le Polisario récemment, lorsqu'il a parlé de refus des pseudo-solutions. Donc on discute avec de Mistura, bien évidemment, de Mistura vient pour justement faire ce rapport qui va être soumis au OSG, au secrétaire général de l'ONU, pour voir un petit peu l'avenir de la MINURSO, et en fin de compte, voir un petit peu, évaluer les positions des uns et des autres, s'agissant du Sahara occidental. L'Algérie, en étant un pays observateur,
et en étant voisin d'un pays, d'une situation qui l'implique, d'une manière humaine à la rigueur, à travers les camps de réfugiés, l'Algérie rappelle encore une fois que la question du Sahara occidental est une question d'autodétermination et ne peut être qu'autrement, c'est-à-dire qu'une question d'autodétermination. Et c'est une position que nous rappelons à chaque fois, en dépit des tergiversations, en dépit des discours et rhétoriques qui sont contraires justement à la légalité internationale. L'Algérie qui insiste sur le respect du droit international. Le droit international, l'égalité internationale, et M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, aussi a mis en avant le rôle pivot de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO, dans la stabilité de la région, parce que rappelez-vous, il y avait des tentatives au sein de l'ONU pour justement mettre fin à cette mission importante. Et M. Attaf a rappelé aussi la nécessité de réunir les conditions optimales pour que les négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario aboutissent à l'élaboration d'une solution juste, durable et définitive à la question du Sahara occidental. Et comme l'a rappelé Kamel, l'Algérie considère la question du Sahara occidental comme une question de décolonisation. D'ailleurs, le dossier est posé au niveau du comité 4 de l'ONU en ces termes, en termes de décolonisation. Cette visite nous rappelle d'abord un élément fondamental, c'est-à-dire que l'Algérie est incontournable sur ce dossier. Incontournable non pas par rapport à sa géographie, incontournable par rapport au fait qu'elle est en droite ligne avec le droit international. C'est en droite ligne avec les principes qui régissent en fait, la planète, qui régit l'ordre mondial, à savoir le droit à l'autodétermination, notamment du peuple sahraoui, la résolution d'une problématique qui est celle de la dernière colonie, notamment du continent africain, et surtout aussi pour créer un socle juridique. Vous l'avez dit effectivement tout à l'heure, la résolution 2797 reste la référence, puisque de Mistura lui-même, son existence, elle est légitimée, elle est aussi cautionnée par cette résolution qui lui donne des prérogatives. Donc quoi ? Dans un sens d'une solution acceptable par les deux parties. Donc on n'est plus dans l'injonction, contrairement, et là je reviens sur le régime du Merzen, qui lui a voulu depuis des années déplacer le curseur vers ce qu'on appelle la diplomatie du fait accompli. C'est quoi ? C'est le lobbying, c'est la normalisation, c'est la stratégie d'influence, c'est les pressions notamment des États tiers, c'est occulter effectivement la cause sahraoui, c'est aussi la spoliation des droits notamment, qui soient économiques, territoriaux du peuple sahraoui, alors que l'Algérie, elle, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit d'abord dans une espèce de cause humaniste, à savoir un peuple a le droit en 2026 de s'autogérer, d'avoir sa propre indépendance, son propre territoire et sa propre économie, sa propre souveraineté économique, politique et diplomatique. Donc j'ai envie de vous dire, c'est le jour et la nuit. C'est entre une diplomatie vertueuse qui consiste à effectivement porter haut et fort le continent africain à travers justement les injustices, et ça reste une injustice marquée à l'encre indélébile, et une entité, encore une fois, qui essaie tant bien que mal de gratter des territoires, encore une fois, via une diplomatie pernicieuse, mais surtout aussi sournoise. Merci, messieurs, mesdames et messieurs. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Vous êtes sur Al24 News, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Toujours Hebdo Show Algérie, mesdames et messieurs, pour une deuxième partie. On continue avec l'essentiel de l'actualité. Et on revient cette fois-ci sur la réunion de haut niveau de l'Union africaine consacrée à la propagation du virus Ebola, Faisal. Oui, c'est une propagation qui inquiète beaucoup les experts, puisque la couche actuelle, selon beaucoup de spécialistes, est une couche rare. Souche. Oui, une souche. J'ai parlé de couche. Souche. C'est une souche où il n'existe pas encore de médicaments et de vaccins. Et l'Ebola, avec cette souche actuelle, tue 50% des cas. C'est très important. La situation est très inquiétante en RDC, République démocratique du Congo. Tous les pays du voisinage, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, c'est d'ailleurs l'OMS qui a tiré la sonnette d'alarme. Et effectivement, cette réunion très importante qui s'est tenue par visioconférence a souligné la nécessité de travailler ensemble. Et le président Tebboune, l'allocution a été lue en son nom par M. Mohamed Siddiq Aït Msaoudel, qui est ministre de la Santé, a souligné certains axes de cette sécurité sanitaire africaine qui a été déjà testée par l'épidémie de coronavirus. Il a rappelé qu'il faut investir durablement dans le système de santé, renforcer les capacités de surveillance et d'alerte précoce, le soutien à la recherche scientifique, mais également le développement des ressources qualifiées
et la production locale de médicaments. L'Algérie s'est dite prête pour contribuer donc justement à travailler ensemble avec tous les pays africains à lutter contre les épidémies et les pandémies. Et pour parler justement de l'expertise pharmaceutique de l'Algérie, mais d'autres sujets également, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir avec nous sur le plateau M. Abdelwahed Kerar, PDG des laboratoires Biopharm et vice-président du CREA. Bonsoir. Bonsoir. Petite anecdote. Je souhaite à Madame Kerar un très joyeux anniversaire parce que ce soir, normalement, il devait dîner avec sa femme et il est quand même venu parce qu'on est en direct. Donc, Madame Kerar, excusez-nous, c'est pour l'Algérie, c'est pour Al-24 et joyeux anniversaire, Madame Kerar. Bon anniversaire. Je pense qu'on peut tous lui dire parce qu'elle est vraiment, c'est une femme exceptionnelle qui a laissé son mari partir le soir de son anniversaire. On est désolé de vous l'avoir piqué quelques minutes, Madame. Voilà, merci beaucoup, Madame Kerar, joyeux anniversaire. On va tenter de faire vite. Alors, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Kerar. Tout d'abord, est-ce que le président de la République a appelé à des investissements durable pour le développement du secteur de la santé en Afrique, justement avec cette implication donc, dans la lutte contre la propagation du virus Ebola. Comment est-ce que l'expertise algérienne peut aujourd'hui accompagner ces efforts nécessaires pour les peuples du continent africain ? Je pense que l'expertise algérienne a déjà été donnée, d'abord par la formation de milliers de médecins africains en Algérie depuis des décades, par des aides qui ont été faites d'une manière régulière et continue de l'Algérie, mais aussi aujourd'hui, des propositions ont été faites le mois de novembre lors de la réunion africaine organisée par l'Algérie pour justement stimuler la production de médicaments en Afrique par les Africains. Et donc il y a plusieurs recommandations qui ont été faites. Il faut savoir seulement dans notre secteur pharmaceutique qu'un tiers des capacités installées en Afrique sont en Algérie. On a plus de 200 unités de production sur les 600 que compte l'Afrique. Mais on a surtout un savoir-faire aujourd'hui. Nous développons, nous fabriquons des médicaments. Ce que nous avons proposé à nos amis et frères africains, c'est de les aider à devenir autonomes. Ce n'est pas un cadeau qui a été fait pour nous, parce qu'on a pu le faire tout seul. Mais l'Algérie tend la main, elle ne se présente pas comme un pays conquérant qui veut aller vendre ses produits finis. Nous voulons effectivement vendre, mais nous voulons aider des pays africains qui le souhaitent à développer leur propre production. En attendant de la développer, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a proposé que nous fabriquions pour eux à leur nom, à des prix très très concurrentiels et abordables. Mais l'Afrique souffre de beaucoup de maux. Il y a les problèmes de financement de santé qui reviennent d'une manière insistante. Et il y a surtout les niveaux qui sont différents. Vous avez par exemple 6 pays africains qui consomment pratiquement 85% de la consommation africaine. C'est de voir qu'il y a un grand gap déjà entre les pays africains. Deuxièmement, comme les produits de biotechnologie sont des produits d'avenir, ce que nous proposons aussi, c'est qu'il y ait une unité de biotechnologie, mais à des prix vraiment abordables pour les pays africains, pour que les Africains puissent se traiter. Je vous donne un exemple, plus de 15 unités de production en oncologie, mais l'oncologie ne servira pas à grand-chose pour les pays africains parce qu'ils n'ont pas les moyens de diagnostic. Oui. Il y a des pays africains, il y a 6 pays africains qui n'ont même pas de mammographe pour détecter un cancer du sein. Donc vous voyez que ce transfert technologique qu'on peut faire, cette couverture, on peut la faire en apportant aussi des équipements, en apportant du diagnostic radiologique qui peut se faire à distance et en apportant notre savoir-faire. Merci, Monsieur Kerar. On va passer à un autre sujet sur lequel on aimerait bien avoir votre avis ce soir. C'est on va parler de lutte contre le blanchiment de capitaux et le GAFI, groupe d'action financière qui félicite donc l'Algérie pour les progrès positifs accomplis en la matière. Vous êtes là pour en parler en compagnie justement de Monsieur Abdelrahman Hadef. Comment est-ce que vous avez accueilli justement cette nouvelle, l'Algérie qui sort de la liste grise du GAFI ? C'est une excellente nouvelle. Je vais commencer par quelque chose qu'on oublie, j'ai peur d'oublier. Je veux vraiment remercier tous ceux qui, pendant 20 mois, ont travaillé d'arrache-pied pour sortir l'Algérie de cette liste. Oui. On ne parle pas souvent de... Et c'est 20 mois d'un travail acharné, parce qu'il fallait mettre le cadre réglementaire, il fallait prouver que le cadre réglementaire était là, après il fallait recevoir les inspections
pour qu'elle vérifie. Et ensuite, il fallait en faire le suivi pour que ça passe en commission. On ne le dit pas aussi, peut-être par oubli, que c'est une décision qui a été prise à l'unanimité, le 19 juin. Donc c'est important de le dire. Moi, je pense, et nous pensons au CREA, que c'est une récompense et une reconnaissance pour les réformes qui ont été entamées par l'Algérie depuis quelques années. Je ne voudrais pas qu'on s'arrête là, parce que c'est un acquis qu'il faut préserver, il ne faut pas relâcher, il ne faut pas baisser la garde. Ce n'est pas un retrait définitif. Donc, il faut continuer dans cette transparence financière, dans cette modernisation du système financier. C'est un grand acquis et je pense qu'il faut le transformer en résultat concret. Parce que ce n'est pas une fin en soi d'être retiré de la liste Gafi, mais il faut convertir cette reconnaissance en financement, en croissance. Il faut la convertir en IDE. Oui. Donc, le plus gros travail reste à faire. Mais Monsieur Kelal, c'est une épée Damoclès qui était sur notre tête, qui était quand même assez contraignante, assez brutale pour nos entreprises. Bien sûr. Et cette victoire, parce que vous l'avez appelé, vous l'avez bien appelé d'ailleurs victoire, cette victoire de la reconnaissance du travail qui a été orchestrée depuis la première mandature du président de la République, avec des directives qui sont quand même très claires, qui sont de combattre la corruption, de combattre le blanchiment d'argent, de combattre justement les fléaux de l'argent sale. Et bien ça, les institutions ont reconnu que l'Algérie est sur la très bonne voie et c'est pour ça qu'on a été enlevé de cette liste. Mais il faut savoir aussi que la mandature actuelle a malheureusement hérité d'une mandature précédente qui nous a rentré dans ce cataclysme-là de la liste grise. Parce qu'on a payé, en 2020, 2021, 2022 et jusqu'à 2026, on a payé les mauvais choix qui ont été faits avant. Exactement. Et on a été malheureusement les grands perdants de la chose parce qu'on s'est retrouvé pour Covid, juste après Covid, la liste grise, et pour bloquer en quelque sorte notre économie, pour mettre notre économie sous projecteur, alors que nous, on était là justement pour reconstruire une nouvelle économie de production, de réindustrialisation, voilà. Mais vu qu'il y avait des systèmes opaques, des systèmes je qualifierais de mafieux qu'il y avait avant, où c'était de la surfacturation à outrance, où c'était du blanchiment d'argent à outrance, on a fait des pas de géant en un temps record. Et ça, comme vous l'avez dit, il faut remercier tout le monde et féliciter tout le monde. Du ministère des Finances, ministère de l'Économie, la Banque d'Algérie, c'est toute une chaîne qui s'est consacrée justement à redonner le blason qui doit être celui de l'Algérie, celui de la transparence et de la bonne éducation économique. Voilà. Et concrètement, ça se traduit pour nos entreprises par le fait qu'on va payer moins, les frais de conformité, bien sûr, que les opérations internationaux seront beaucoup moindres. Et avant, il y avait des pertes de temps dans la gestion. Aujourd'hui, les opérations vont être plus fluides, plus directes. Il y a une meilleure reconnaissance des banques algériennes sur la place internationale. C'est une respectabilité financière qui sera exceptionnelle. Et normalement, ceci va lever toutes les contraintes pour un afflux des IDE qui, certains, le fait d'être sur une liste grise, pouvait poser des problèmes. Abdelrahman Hadef, est-ce que vous pensez que ce retrait de la liste grise, c'est le couronnement justement des efforts de l'État algérien dans l'accélération des réformes économiques, la modernisation de l'appareil productif ou encore l'assainissement des mécanismes financiers? Moi, je dirais déjà, je commence par l'inscription à la liste grise, oui. qui était un mal pour un bien pour l'Algérie. Justement, en octobre 2024, l'Algérie a été inscrite et c'est ce qui a un peu amené cet engagement du président de la République, mais de toutes les autorités algériennes, à accélérer la réforme, justement. Donc c'était un mal pour un bien qui a permis aux instances concernées et tous les acteurs, justement, et ça c'est un truc à signaler, c'est que pour sortir de cette liste grise, il y a eu une mobilisation générale. Oui.
qu'elles soient... Il l'a bien dit, M. Kera, exactement, c'est ça. Qu'elles soient des tout le monde était concerné, tout le monde était concerné. Des institutions publiques et du privé, du secteur économique La aussi. CREA a fait un travail exceptionnel. Kamel Moula a fait un travail, et je rends hommage à Kamel Moula, qui est le président du CREA, avec ses vice-présidents, qui ont fait un travail exceptionnel pour sensibiliser les entreprises. C'est un travail de sensibilisation. Il n'y a pas que la sensibilisation, parce que mais c'est important aussi. Oui, une des actions qui a été menée, c'est surtout la conformité au registre de commerce, en reformulant les statuts des entreprises par l'identification des propriétaires et des actionnaires réels. Mais l'accession aussi au terminal, au TPE, au terminal de paiement électronique, où les gens payent directement vers la banque, tout ça, c'est des petites choses, les unes collées aux autres, qui font qu'on a une transparence financière aux yeux et aux vues de tous. La limitation pour le paiement en espèces, en numéraire, dans certaines les actions immobilières, le notaire qui est maintenant qui est concerné aussi par rapport à ça. Tout ça fait que, justement, on est transparent. On a une maison de verre où tout le monde peut C'est pour ça que je dis, c'était un challenge un peu dans la réforme de notre système financier. D'ailleurs, le président de la République, dès le premier mandat, on en a fait un de ses grands chantiers, de réformer le système financier. Déjà, il a mis en exécution la loi organique sur les lois de finances, qui justement vient un peu réformer la gestion et la gouvernance de la finance publique par plus de transparence, par une meilleure efficacité. Et là, on est surtout sur un standard international. Donc, il faut un peu rappeler aussi cette liste et ce dispositif du GAFI qui a été à l'initiative du G7 en 1989 et qui a mis en place un instrument qui s'appelle l'instrument des 40 recommandations, qui met vraiment un filtre à plusieurs niveaux sur les économies des pays pour un peu lutter contre le blanchiment de l'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive. Et ça, c'était un challenge pour se mettre à niveau et surtout se conformer à ce dispositif qui est vraiment complexe. L'Algérie a travaillé pendant les 20 mois, justement, à travers le ministère des Finances, le ministère, la Banque d'Algérie, le ministère du Commerce, en mettant en place les législations. Et là aussi, il faut noter quelque chose d'extrêmement important, c'est la qualité législative. Il fallait mettre les lois, mais les bonnes lois, avec une efficacité. Parce que, comme disait M. Karar, il y a eu des consultations. Les instances internationales sont venues vérifier la qualité des lois qui ont été mises en place. Et là, ils ont trouvé vraiment une législation de qualité qui a été mise en place. Autre chose qu'il faut un peu mentionner, parce qu'effectivement, c'est l'image de l'Algérie. Tout à l'heure, on parlait un peu du narratif, etc., parce que c'est extrêmement important aujourd'hui de retravailler notre country branding. Notre image pays doit être retravaillée, et justement, avec ces instruments-là, qui améliore cette image de l'Algérie et ça amène de l'attractivité aux investissements. Aujourd'hui, il faut noter que l'investissement étranger répond à une logique de marché. Il y a de la compétition à travers le monde. Pour que les gens viennent chez vous, il faut qu'ils trouvent tous les éléments d'attractivité. Et là, le système financier est un des éléments qui regarde beaucoup les investisseurs, surtout pour le mouvement des capitaux, la sécurisation des capitaux, etc. Et je pense que cet acquis et cette réalisation qui a été la sortie de la liste grise, vraiment c'est un quitus pour l'Algérie pour devenir vraiment une destination vraiment pour les idées. Kamal, oui. Oui, ici, il faudrait rappeler que nous avons musclé notre arsenal juridique avec la loi 2510 qui a permis justement de clarifier et d'élargir le spectre des segments qui sont concernés justement par cette processus qui a démarré, comme on l'a bien expliqué, plusieurs années. Donc, ce n'est pas un fruit du hasard. Donc, il y a eu tout ce mécanisme-là qui a été mis en place et qui a permis justement, qui a touché toutes les strates, y compris les petits boulots, c'est-à-dire les petits commerces et les petits, pas simplement les grandes entreprises, pas simplement les acteurs grandes entreprises privées. On voit même des bureaux d'avocats qui ont été touchés. Parce que qu'est-ce qui a posé comme problème en Algérie? Ce sont les comptes douteux et litigieux, ce qu'on appelle les CDR.
traditionnel. Pour l'étranger, c'est un problème. S'il n'y a pas de traçabilité, il ne peut pas faire confiance à un système financier qui est opaque. Donc aujourd'hui, pour attirer les idées citées par le représentant du CREA, c'est quoi? Parce qu'on a en Europe des agences de courtage, des bureaux de consulting qui regardent et qui conseillent les investisseurs sur le marché algérien. Aujourd'hui, nous avons mis en place, nous sommes sortis de la ligne grise. Il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire, même demain, dans son rapport de transparence, la Banque mondiale va dire, voilà, l'Algérie est entrée, fait partie des pays les plus sûrs en matière de transfert. Il ne s'agit pas simplement de vérifier si telle ou telle opération est faite de manière légale, mais que cette opération se poursuit et que les lois sont respectées et qui sont renforcées. C'est cette dimension-là qui est visée aujourd'hui, qui est démontrée par l'Algérie à travers son retrait du GAFI. Monsieur Kerrar, vous vouliez... Je voudrais rajouter quelque chose qui est extrêmement important, c'est que l'Union européenne s'est alignée sur cette liste GAFI et a mis l'Algérie dans sa liste à elle. Et donc aujourd'hui, comme l'Algérie a été retirée de cette liste, il est clair que l'Union européenne ira vers le retrait de cette liste, mais nous, en tant que chefs d'entreprise, en tant que CREA, nous allons vraiment insister avec leurs représentants, leurs ambassadeurs ici en Algérie, pour qu'il y ait un retrait rapide. Je rappelle que ça doit passer par un vote au niveau du Parlement européen. Donc, le travail n'est pas terminé. Et aujourd'hui, il faut faire ce suivi-là pour qu'on soit définitivement retiré de cette liste européenne. Alors justement, Faisal, je vais vous donner la parole dans quelques instants, le temps de poser la question des téléspectateurs à nos deux invités. Alors on a Omar Bey de Batna qui vous demande à vous, Monsieur Kerrar, mais aussi à vous, Monsieur Hadef, maintenant que l'Algérie a réussi cet achèvement significatif, quelles seront les retombées économiques pour l'Algérie, sachant que le président Abdelmadjid Tebboune veut faire de son mandat un mandat de décollage économique et de diversification économique favorable au peuple algérien? On a à moitié répondu, donc il y aura un afflux plus important des IDE. Oui. J'ajouterai que par rapport à d'autres, on a des avantages comparatifs. Si ce n'était cette liste grise, on aurait beaucoup plus d'IDE. Ça, c'est la première. Sur le plan du commerce international, nous allons payer moins cher nos produits. Celui qui vous vend un produit, il voit la liste, il vous voit que vous êtes sur une liste grise, il va mettre un surcoût de risque. Et je dis bien la perception du risque, parce que l'Algérie est un pays solvable qui a toujours payé ses fournisseurs. Mais malheureusement, cette perception du risque, parce qu'on est sur une liste, fait qu'il y ait des surcoûts. Troisièmement, il y aura une meilleure fluidité des opérations commerciales internationales. C'est la même chose. Je pense qu'il y a vraiment cet acquis en termes de transactions financières, parce qu'effectivement, on était sur une liste qui oblige les financiers à l'international de percevoir des primes de risque financier. Ça, c'était au désavantage de l'Algérie. Donc, opérationnellement, nous allons un peu déduire ces super taxes qui a été exercées. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de système financier moderne, algérien moderne, et connecté à l'international, parce que ça, c'est extrêmement important. C'est un des chantiers aujourd'hui de l'Algérie, c'est surtout de s'intégrer dans les chaînes de valeur internationales. S'intégrer, c'est-à-dire avoir de la coproduction avec les entreprises internationales, avoir un système financier adapté au système international. Donc, pour répondre à notre téléspectateur, je dirais que l'Algérie, cet acquis, cette réalisation va dans le sens de l'ouverture de l'Algérie à l'international, parce qu'aujourd'hui, c'est un des grands chantiers qu'on est en train de travailler dessus, c'est de nous positionner sur la carte surtout régionale. Aujourd'hui, l'Union européenne qui demeure un de nos principaux partenaires, l'Afrique aussi. Donc, à travers cet acquis, à travers le retrait de l'Algérie de cette liste grise, ça va aussi booster un peu les partenariats qui vont aller dans le sens de la promotion de l'Algérie comme une destination sûre. Au Conseil des ministres, c'est juste un rappel, M. Hadef, le président de la République a
a déclaré que cette décision du GAFI, c'est le groupe d'action financière, de retirer l'Algérie de la liste grise, est une reconnaissance internationale du fait que l'Algérie s'est aujourd'hui définitivement et irréversiblement éloignée de l'ère du blanchiment d'argent et de la criminalité liée au mouvement de capitaux. Et là, le président a ordonné aussi au ministre de la Justice et au ministre des Finances d'agir avec la plus grande rigueur et fermeté pour empêcher toute irrégularité future dans les transactions financières et pour garantir la transparence. Ce que disait Mehdi tout à l'heure, justement, c'est dans ce sens-là. Ce qu'on a vécu par le passé avant 2020, aujourd'hui, on n'est plus, on n'a plus l'intention d'y revenir aujourd'hui. Oui. On est résolument... Deux choses. La première, justement, c'est le président de la République, par rapport à sa politique, a assaini l'économie. Véritablement. Nul ne peut le contester. C'est un assainissement, justement, des modus operandi économiques. L'Algérie est un pays prospère, qui est en développement, qui n'est pas un pays, du tiers-monde. On est un pays émergent qui se développe à vitesse grand V. Et ce qui est important, c'est qu'on est passé, pour moi j'imagine la chose, on est passé d'une économie, excusez-moi l'expression, entre guillemets, de bazar, à une véritable économie de marché. Et ça, c'est important. D'accord ? Oui. La deuxième chose, c'est que, pour moi, je pense très sincèrement que il faudrait qu'on dise que le GAFI a été un succès retentissant. C'est un fait. Tout n'est pas fini, comme l'a si bien dit M. Kérard, grâce aux réformes du président. Mais il faut aussi savoir que c'est les victoires, les unes après les autres, de la grande et nouvelle Algérie. Et on ne le dit pas assez. On est en train d'avoir des victoires sur victoires, que ce soit sur le domaine diplomatique, que ce soit sur le domaine politique, que ce soit sur le domaine structurel, que ce soit sur le domaine d'infrastructure. On continue à se développer jour après jour. Et moi, je suis quelqu'un de toujours optimiste. Je vois toujours mon verre à moitié plein et jamais à moitié vide. Et moi, je vous fais le lien avec la Coupe du Monde qui se passe actuellement. Et ça présage pour moi de nouvelles belles victoires, j'espère, pour le football. En parlant de notre équipe, je sais que tout le monde est déçu par le premier résultat. D'accord ? C'est normal. On a perdu, premier match d'ouverture contre les champions du monde en titre, contre un mec qui a gagné 8 ballons d'or consécutifs, qui nous a mis un triplé. Soit, c'est pas... Voilà. Mais je pense que la grande et belle Algérie, justement, on se doit d'être des supporters de l'équipe nationale, de l'Algérie, de nos patrons d'entreprise, de nos économistes, et qu'on doit se supporter les uns les autres, et qu'on doit, par exemple, par rapport au GAFI, quand on a été sur la liste grise, on n'a pas baissé les bras, on ne s'est pas dit, ah ça y est, c'est foutu, on va vers le tiers-monde. Non, on s'est repris, voilà, on s'est repris, on a été solidaires, on s'est mis les uns à côté des autres, main dans la main, on a travaillé ensemble, et je pense que les supporters algériens, parce que moi j'ai vu des choses, moi je vous le dis en toute honnêteté, je suis supporter algérien, j'aime mon équipe nationale, j'adore les télévisions, mais j'ai été outré de certains plateaux de télévision, d'accord, algériens qui ont abattu l'équipe nationale, les dirigeants, la fédération, l'entraîneur. J'ai été, moi, scandalisé par ça. Parce qu'on ne peut pas juger une Coupe du Monde sur un match. Moi, je pense qu'il faut justement supporter nos joueurs, il faut supporter nos chefs d'entreprise, il faut supporter nos économistes, il faut supporter nos journalistes, il faut supporter tout le monde. Il faut soutenir et il faut surtout être solidaire envers eux. Et je suis sûr que cette victoire ramènera d'autres très belles victoires et que l'équipe d'Algérie de football va nous ramener de belles victoires contre la Jordanie et contre l'Autriche et qu'on va réussir. Et voilà. Et je vous le dis, ils sont soutenus. L'équipe d'Algérie doit être soutenue. L'équipe d'Algérie, moi je vais te faire juste un petit résumé. L'équipe d'Algérie de football est soutenue par ses supporters, est soutenue par l'ensemble des Algériens, est soutenue par les plus hautes autorités de l'État, comme les économistes ou les chefs d'entreprise sont soutenus par les Algériens, sont soutenus par les hautes autorités de l'État. Et c'est que comme ça qu'on réussira à faire avancer la belle et grande Algérie ou Tahia Jazair. Voilà. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il n'y a que Mahdi pour faire un parallèle entre l'économie et le foot. Ah oui, il a comme ça, il est extraordinaire. Je suis bon, je ne suis pas bon. Monsieur Kérard, un dernier mot peut-être. Moi, je voudrais... Joyeux anniversaire à sa femme. Il a le droit de souhaiter joyeux anniversaire. Et un dernier mot, soit sur le foot, soit sur le GAFI, comme vous voulez. Il faut supporter sur le GAFI, je vais vous dire, on doute toujours, on fait douter toujours quand il y a des choses qui viennent de l'intérieur. On fait douter des réformes. Hadi, c'est une reconnaissance internationale des réformes. Ça, c'est extrêmement important parce que tous ceux qui mettent en doute que l'Algérie a pris un train des réformes et elle est sur une voie de croissance économique, là, c'est une réponse qui est là, qui est internationale, d'un organisme international
totalement indépendant. Et on ne nous fait pas de cadeaux, c'est quelque chose qui est mérité, qui est l'œuvre, le résultat d'un travail de longue haleine de plusieurs années. C'est pour ça que j'ai dit le 19 est une journée de triomphe. Il n'y a pas que le football qui nous fait triompher. Mais le football va nous faire triompher quand même. Contre la Jordanie et contre l'Autriche, et on va triompher et on sera derrière notre équipe nationale. Le 19, c'est une journée importante. Voilà. Monsieur Kerrar, merci d'avoir été avec nous ce soir. Et joyeux anniversaire encore, madame. Exactement. Merci. À très bientôt, j'espère. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite. Hebdo Show reprend une fois de plus, mesdames et messieurs, pour une troisième partie d'émission. Nous avons remercié M. Kerrar, on a remercié également M. Abdelrahman Hadef qui était avec nous en première partie d'émission. Place tout de suite à l'œil d'Alger. Avant de vous parler du sujet qu'on va aborder ce soir, mesdames et messieurs, et d'accueillir notre invité, j'ai une question à vous poser, Mahdi. Est-ce que ça va mieux ? Vous êtes calmé depuis tout à l'heure ? Non, je suis calme. Moi, je m'énerve rapidement, mais je suis calme. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de le dire, je l'ai dit. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on est en direct. On peut pas choisir nos réactions. Mais c'est quelque chose qui ne m'a pas plu, personnellement. Les invectives qu'il y a eu contre l'équipe nationale, juste parce qu'il y a eu une défaite au début ça a été très dur. Il y a eu des invectives qui ont été terribles, qui ont été faites sur les plateaux de télévision. Moi, ça ne m'a pas plu personnellement. Ça n'a pas plu aux supporters et aux supportrices. Ça n'a pas plu aux Algériennes et aux Algériens. Ça n'a pas plu au plus haut sommet de l'État. Et pour moi, ce n'est pas normal. On doit être solidaires, unis. On doit être supporters de notre équipe nationale. Voilà, je suis désolé. Je suis quelqu'un de très transparent, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Voilà, tout simplement, c'est quelque chose. On doit être toutes et tous algériens du début de la compétition jusqu'à la fin de la compétition, supporters de notre équipe nationale. Et voilà, ça n'a pas plu à beaucoup de monde, justement, ces invectives qui ont été ciblées, qui ont ciblé les joueurs, qui ont ciblé le staff, qui ont ciblé la direction. Ce n'est pas normal en pleine période de Coupe du Monde. On doit être solidaire. Et voilà, je tenais à le dire. Avec notre équipe nationale, qu'elle gagne ou qu'elle perde, exactement. On sera toujours des supporters, on sera toujours des fervents supporters de notre équipe nationale, ou Tahiyat Jazair, ou allez les Verts, on y va. Karim Belgassem, bonsoir. Bonsoir Nourad, bonsoir à mes chers confrères et puis bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al24 News. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes expert géopolitique. Alors comme vous le savez, nous sommes à quelques jours des élections législatives algériennes et quelques jours donc du début de ce vote de la communauté nationale à l'étranger. Et le maire RN de la ville de Carcassonne a annoncé justement, mesdames et messieurs, son refus de mettre à disposition des salles municipales pour le scrutin. Vous êtes là, Karim Belgassem, pour en parler. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette situation ? Alors il se trouve que j'ai revu votre émission de la semaine dernière où vous aviez mis en exergue les médias Bolloré et puis Mehdi, tu avais parlé d'Isnogoud de Bruno Retailleau. Isnogoud, ça suffit, Isnogoud. Oui, mais je me suis permis parce que tu étais en forme. Il y a un terreau de toute manière favorable à cette algérophobie puisque c'est de ça dont il faut parler. Ça fait une dizaine d'années, on va dire, qu'on fait passer la transition Front National, Rassemblement National pour un énorme changement, alors que lorsqu'on gratte sur le vernis, c'est exactement la même chose, voire pire. Et on a l'impression que le sujet algérien va revenir en permanence à chaque élection française. Et puis il suffit justement qu'il y ait notre élection législative pour que certains membres de droite, voire d'extrême droite, soient vent debout et essayent par tous les moyens de nous stigmatiser, il faut le dire très clairement. Donc c'est une opération qui est à moitié surprenante, disons-le. Voire pas du tout. Voire pas du tout, disons-le franchement. Donc l'élection présidentielle est sur le point, en tout cas la campagne est sur le point de démarrer, mais considérons qu'elle l'a déjà démarré avec cette pléthore de candidats et pas plus tard. C'est du jamais vu. Mais autant de candidats dans les élections françaises. Oui, autant de candidats, c'est du jamais vu. Et même ce matin, j'étais sur des réseaux sociaux où certains Français disaient « mais comment faire pour réduire notre dette, notre déficit ?» Évidemment, vous en avez certains qui ont déclaré « commençons par la France doit supprimer les 9 milliards d'aides qu'elle distribue à des pays étrangers. » Évidemment, il y en a qui ont répété ce mensonge « ah bah oui, les 9 milliards de l'Algérie ». Parce qu'il a fallu que Sarah Knafou ou Bardella, je ne sais plus lequel. C'est un mensonge, c'est 30 millions. Oui, Badi.
Non, mais peine perdue pour eux, puisque finalement c'est une information intox, tout bonnement, pour la bonne et simple raison que des sources diplomatiques fiables nous informent qu'effectivement il n'a jamais eu de demande explicite, administrative, formelle, officielle de la part des autorités algériennes, de quelconque bureau, notamment à l'objet de ce maire. Donc ce maire, finalement, qui est un insignifiant, je rappelle qu'il est quand même d'obédience au Rassemblement national, de l'extrême droite, ce maire, finalement, en fait, s'inscrit, encore une fois, dans le sillage, ce continuum un peu pernicieux de l'extrême droite et même d'autres qui sont en perte de vitesse puisqu'ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de contrat social ni politique avec leurs administrés, puisqu'on parle comme d'une échelle municipale où le calcul municipal maintenant intervient dans les relations diplomatiques. Oui. Et ce qui est révélateur de mon point de vue, c'est que ce qui agace l'extrême droite à travers cette énergumène, c'est l'Algérie souveraine, c'est l'Algérie qui organise un scrutin justement où la communauté nationale est au centre d'abord du débat politique, mais aussi de l'action et du choix politique, à savoir, on parle des élections législatives. C'est ça ce qui agace l'extrême droite. Ce qui agace l'extrême droite, c'est aussi sa souveraineté, la souveraineté de l'Algérie, à, je dirais, organiser sa communauté, à lui donner ce droit, que je rappelle n'est pas un droit par défaut automatique, puisque je prends par exemple les Marocains, ce qu'ils appellent les MRE, les Marocains résidant à l'étranger, n'ont pas le droit de voter à l'extérieur, à l'étranger par exemple. Ils doivent faire une procuration dans leur pays respectif, de leur résidence, enfin au Maroc notamment avec leur famille, pour pouvoir voter par procuration. Donc vous voyez bien que c'est un droit fondamental, sacré, sanctuarisé, que l'Algérie, les autorités algériennes, à leur tête le président de la République, puisqu'on a parlé tout à l'heure effectivement du comité scientifique, donc ce lien qu'il a intrinsèque avec notre communauté. Et donc c'est aussi, je dirais, plus qu'une hostilité, c'est une manière de parler de l'électorat français ou d'immiscer l'électorat français dans un exercice démocratique d'un État tiers qui est tout bonnement l'Algérie. Mais moi je rappelle à ces troubles faits notamment, trois principes ou trois fondamentaux, à savoir le respect de la souveraineté algérienne, c'est une ligne rouge. Le respect de nos ressortissants algériens, et je pense que je suis en droite ligne avec la position du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a fait justement des membres de la communauté, des membres qui doivent être, à qui on doit protéger leur dignité, protéger justement leurs droits. Et puis, troisième principe, et non des moindres, c'est effectivement, je dirais, la diaspora, notre communauté nationale doit être ce levier, encore une fois, pour le développement de notre pays, pour comment créer ce lien intrinsèque qui commence aujourd'hui, encore une fois, par leur garantir des bureaux de vote. Et croyez-moi, malgré ces tergiversations, notamment de cet énergumène insignifiant, l'Algérie continue à organiser ces élections, des élections qui auront lieu et des élections dans lesquelles notre diaspora s'inscrira toujours dans ce devoir civique, à savoir voter, faire son choix et décider par elle-même pour justement dessiner les pourtours d'une vision commune avec le président de la République. Mais justement, moi je voudrais rapidement appeler ça... si vous permettez, Kamal. Le maire de Carcassonne a menti, pour faire vite, sur cette histoire. C'est une intox. C'est de l'intox, oui. Voilà. Non, c'est plutôt, moi je qualifierais ça de complexe de Carcassonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà cette peur de voir l'Algérie souveraine, capable d'organiser ces élections, comme l'a signifié bien dit Badi, c'est le fait qu'elle est capable de manière souveraine à organiser des élections, à venir rencontrer les citoyens algériens en France pour qu'ils puissent voter. Et en même temps, on voit comment cette tendance, cette fâcheuse tendance qui est l'extrême droite, utilise cette affaire comme une guérilla politique. Donc elle revient à la charge, utilisant cette affaire comme un repoussoir politique pour pouvoir dire, voilà, il y a une affaire locale, on lui donne une dimension nationale, on démontre que l'affaire algérienne reste une affaire nationale, alors qu'il est du devoir des municipalités de faciliter justement l'organisation des élections, qui est un acte républicain, qui n'est pas quelque chose qu'on
quémande, mais c'est leur devoir de permettre justement à l'Algérie, comme à d'autres pays, de pouvoir organiser des élections à l'étranger. Ça se fait partout dans le monde, tous les pays le font, mais pour l'extrême droite, voir l'Algérie grandir, réussir, pouvoir organiser ces élections-là et avoir cette capacité d'atteindre tous ces citoyens là où ils se trouvent, c'est quelque chose qui les dérange et qui les rend malades. Et voilà, c'est pour ça que j'appellerais ça le complexe de... Il faut surtout qu'ils comprennent que cette décision n'empêchera pas les Algériens d'aller voter. Absolument. Évidemment. Je me permets, Nouhed, ce que vous n'avez pas, je pense, tous assimilé autour de la table, c'est que certains partis d'extrême droite ont très peur de l'électorat algérien. Et je pense que ça, on ne le dit pas assez. Ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez entre 5 et 6 millions de franco-algériens ou de Français d'origine algérienne, de gens qui ont la double nationalité, la binationalité. Est-ce que vous savez que lors des dernières élections présidentielles de 2022, la candidate des Républicains a fait 1 700 000 voix? Pécresse. Valérie Pécresse a fait 1 700 000 voix. Candidate du, à l'époque, en 2022, deuxième parti de France ou troisième parti de France à l'époque. Bon, maintenant, c'est le 15e parti de France. Parce qu'elle est tenue par un mec qui joue avec des vaches. Ce qui est important, non mais sincèrement, hein, je vous le dis parce que voilà. Ce qui est important, c'est de savoir que la communauté nationale à l'étranger, en l'occurrence en France, on ne va pas se mentir, on n'est pas là pour se dire des conneries, est une puissance électorale. Nous avons une puissance électorale, d'accord ? Nous pouvons être une sorte d'arbitre de ça. Jean-Luc Mélenchon l'a très bien compris. Oui. Jean-Luc Mélenchon l'a très bien compris. Le Parti socialiste l'a aussi très bien compris. François Hollande, à l'époque, l'avait très bien compris. D'accord ? Je vais vous dire aussi une chose. Remarquez bien qu'à chaque fois qu'un président veut se faire élire, qu'un candidat veut se faire élire, l'un de ses premiers voyages, c'est vers Alger. Oui. Macron... La campagne tous, de Macron. Oui. Tous, quels qu'ils soient. Tous. De Chirac, moi, avant j'étais un peu plus jeune, quand il y a Mitterrand, j'étais même pas encore né, mais le premier septennat de Mitterrand, j'étais pas né, mais tous passent par Alger pour avoir la validation d'Alger, pour avoir en quelque sorte le report de voix des Algériens, des binationaux qui sont en France. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand des maires RN, X ou Y mettent en quelque sorte, jettent l'opprobre sur les Algériens, c'est justement parce qu'ils ont peur d'eux. Parce que si les Algériens seraient insignifiants, personne ne parlerait d'eux. Même les maires ne parleraient pas d'eux. Moi, je suis désolé, quelqu'un qui ne m'intéresse pas ou quelqu'un qui n'est pas une sorte de, entre guillemets, qui n'a pas un pouvoir sur moi d'attirance. Voilà, je m'en occupe pas, je n'en parle pas. Mais vu que l'Algérien là-bas a ce poids-là, avec une communauté forte et une communauté soudée, eh bien, justement, il faut savoir la gérer, ce qu'ils n'arriveront pas à faire. Voilà. C'était très important de le dire. Justement, Mehdi, l'extrême droite, c'est un allié du régime du Makhzen, et on en arrive justement à parler de ce contexte politique qui secoue la monarchie marocaine. Messieurs, alors la plupart des observateurs internationaux s'accordent à dire que le royaume du Maroc vit une véritable crise de succession. Justement, l'ouvrage Le roman d'un roi, paru récemment en France, revient justement sur le sujet. Badi, c'est un énième livre à charge justement contre le Maroc. Vous avez justement des détails pour nous. Je pense que c'est, oui, effectivement, un énième ouvrage documenté, avec des investigations de plusieurs journalistes, en l'occurrence ici 2. On a parlé sur plusieurs ouvrages par le passé, et qui ont tous le même dénominateur commun, qui mettent effectivement cette monarchie anarchique, ou surtout cette succession plutôt, qui ne dit pas son nom, je dirais, au centre du débat, au centre de l'investigation. Mais moi, ce que j'ai retenu de ce livre, à titre d'exemple, Nouhed, oui. J'ai pris quelques notes rapidement, puisque faute de temps. D'abord, que le peuple, encore une fois, et l'ouvrage le dit bien, il est réduit au rôle de spectateur dans cette transmission, finalement, qui prépare non pas une transmission de pouvoir, mais une transmission de survie d'un système d'intérêt, mais surtout un système, je dirais, mourant, puisque beaucoup, on ne le dit pas assez, mais beaucoup on juge qu'effectivement l'ère ou le cycle de la monarchie
touche à sa fin, notamment de l'avis de plusieurs experts, y compris d'ailleurs des Marocains. Et puis c'est pas aussi qu'une transition démocratique, c'est une transition de palais. On voit bien dans ce livre, on prépare un futur roi, mais on ne prépare pas pour autant un contrat social, notamment avec les inégalités. On en a parlé la semaine dernière, Nouad, que ce soit sur les disparités de développement ou autres, ou même sanitaires, notamment sur le VIH et d'autres aspects. Et puis, ce qui a retenu mon attention aussi, c'est la CAN. On en a beaucoup parlé, ça fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs. Et là, d'ailleurs, comment ça s'est terminé, je pense que ça restera dans les annales du sport, mais surtout aussi de je dirais, l'humiliation diplomatique. L'article, justement, l'ouvrage, met en avant le rôle symbolique de la CAN pour le régime, à savoir où le sport devient une scène politique. La CAN comme vitrine, on l'avait dit déjà par le passé, mais comme aussi une priorité sociale, pas pour le peuple marocain bien évidemment, puisqu'il n'a même pas pu profiter des dividendes, des retombées économiques, si tout tenté il y en avait. Le stade aussi devient vitrine du palais, mais il ne répond pas aux urgences sociales qui sont toujours latentes. Il y a aussi un autre aspect sur lequel je voulais m'attarder rapidement, c'est les élites. L'élite marocaine, on en a parlé par le passé, quand les élites calculent l'après-roi, le peuple, lui, par contre, calcule le prix de la vie au quotidien. Le roi des pauvres, là, j'ai jugé ça, ce paradoxe important à soulever, puisqu'il a été toujours dépeint comme le roi des pauvres, alors que c'est quelqu'un qui joue d'une richesse extravagante, irrespectueuse d'ailleurs envers un peuple qui, lui, par contre, vit au quotidien la misère absolue. Il y a aussi les institutions, Nouhed, qui sont d'ailleurs étayées dans ce livre, les institutions marocaines notamment, qui sont des institutions qui sont censées représenter le peuple marocain, l'ancrage social et sociétal et civique, que nini, c'est une centralisation persistante de la décision politique autour du palais. Donc, si vous voulez, le centre de gravité, en d'autres termes, n'est pas le Parlement, ne sont pas les partis politiques qui sont honnis, qui sont même occultés, ni le gouvernement d'ailleurs, qui est vraiment symbolique, mais bel et bien le palais. Et puis, je parlais tout à l'heure des urgences sociales qui sont finalement et tout bonnement éclipsées. Le Maroc réel parle de survie sociale aujourd'hui, parle de spoliation. Nous avons vu à maintes reprises ces Marocains qui sont mis à la rue, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, ou même aujourd'hui avec des canicules infernales, ils sont mis à la rue sans aucune explication. Et puis, pour conclure, sur la jeunesse, facteur quand même très important, qui lui aussi est occulté dans cette équation du palais. Un destin tout tracé finalement pour un roi, mais par contre marginaliser des jeunes Marocains qui, eux, cherchent ou continuent à chercher un avenir. Donc vous avez une monarchie qui est finalement préoccupée par sa propre survie symbolique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et la grande question, pour conclure, Nouhed, ce n'est pas seulement qui succédera à ce roi, c'est plutôt qui répondra au peuple marocain. J'ai trouvé un bon résumé de ce livre de Christophe Bayad et Frédéric Bobin, qui sont deux journalistes spécialisés du Maghreb. Un résumé qui résume un peu le contenu de ce livre. Le roman de Mohamed VI, c'est celui d'un jeune homme plein de vie et d'envie, que le destin a fait roi alors qu'il rêvait de voyages exotiques, de fêtes, de rencontres. Son père, roi tyrannique et écrasant, Hassan II, ne lui a pas laissé de choix. Ce trône, si chèrement défendu, celui du commandeur des croyants. On ne peut s'y soustraire. Sacré en 1999 à l'âge de 35 ans, Mohamed VI, dans la vie privée demeure tabou, est un monarque ambigu, souvent absent mais jaloux de son pouvoir, roi des pauvres, riche à milliards, jouisseur et secret, timide mais autoritaire, affaibli par la maladie, cerné par les intrigues. Mohamed VI prépare désormais sa propre succession. Ça résume tout de ce livre de 190 pages. Karim Belkacem, on peut parler aujourd'hui de crise du régime marocain. Finalement, ce royaume est loin d'être cet Eldorado que nous vendent les médias occidentaux. Bien entendu, je rejoins mes confrères à ce sujet parce que j'ai lu tout à l'heure un petit résumé de ce livre. Et effectivement, ce qui est flagrant, c'est non seulement la personnalité du roi qui n'a pas été initié par son père, justement, dans toutes ses arcanes, de toutes les fonctions qu'il devait assumer depuis qu'il est roi, quasiment. Il y a toute cette cour autour du roi également, qui a en fait ouvert une brèche sur tout ce Mersenne.
Et puis surtout, effectivement, cette Coupe du Monde, l'organisation de la CAN et l'organisation de la Coupe du Monde, ce sont des arbres qui cachent la forêt. Quand on gratte sous le vernis, on voit effectivement que le roi est nu, il y a une crise sociale, la génération Z est descendue dans la rue, il y a ces problèmes de sécheresse. Donc, dans quel état est le Maroc aujourd'hui? Et surtout, effectivement, comme l'a dit Badis, qui va prendre la succession. Donc, il y a un peu la peur du vide. Et évidemment, nous sommes concernés à une grande échelle. Et la colère des jeunes Marocains est toujours là, c'est pas éteinte. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations en septembre 2025, mais la colère n'a pas disparu. Non, tout à fait. Kamal, oui, vous voulez intervenir rapidement ? Rapidement, parce que le livre met en lumière un paradoxe central qui est d'abord l'absence répétée du roi, et justement parce que le roi Hassan, le Mohamed VI est absent, donc ça ouvre la voie à quoi? À une lutte de clans, de clanisme entre Hamouché, qui gère l'appareil sécuritaire, et puis le conseiller royal, l'Himad, tel qu'il a été dit dans le livre, et surtout le monde des affaires. Et c'est là où la succession telle que décrite, c'est une succession fantôme. Donc le Moulay Hassan n'est pas un véritable successeur, il y a toute une panoplie, tout un pouvoir, toute une bande qui est en train de gérer le pays. Et c'est là qui conforte la fragilité du système marocain. On est aujourd'hui face à quelque chose d'inédit, donc on voit qu'il n'y a pas de pouvoir, c'est une véritable vacance telle qu'elle a été décrite dans le livre. Voilà un petit peu la réalité aujourd'hui du régime marocain. Alors on a parlé justement du Makhzen allié de l'extrême droite, on va parler à présent des Émirats arabes unis, alliés du Makhzen dans la déstabilisation de l'Afrique. On en parlait la semaine dernière sur ce plateau. La guerre au Soudan a pris, mesdames et messieurs, une dimension effroyable avec la complicité de pays tels que les Émirats arabes unis. Et selon une récente publication de la plateforme Emirate Leaks, la guerre ne se limite plus au champ de bataille. Elle aurait malheureusement basculé dans l'économie noire du corps humain. Faisal Matawi. Oui, c'est un document qui est daté du 12 juin 2025, qui est signé par l'ambassadeur du Soudan auprès de l'ONU, M. Al-Harith Idriss Al-Harith, qui déclare que 20 000 personnes sont détenues par les FSR, donc les forces d'intervention rapide, soutenues par les Émirats arabes unis, soutenues, financées, armées par Abu Dhabi. Donc les FSR détiennent des personnes dans la prison de Darris, à Nigéla, au Darfour, dans le sud du Darfour, mais également dans une autre prison, Shala, à El Fasher, dans le nord du Darfour. Entre parenthèses, El Fasher a connu un véritable massacre, un véritable génocide commis par les FSR, soutenus par les Émirats arabes unis. Dans ces deux prisons, où il y a beaucoup de morts, parce que beaucoup d'observateurs constatent qu'il y a beaucoup de décès, il y a un personnel médical étranger qui serait d'origine colombienne et serbe, qui pratique des opérations chirurgicales et qui extrait des organes d'êtres humains et qui sont envoyés par des vols fantômes vers Abu Dhabi. Donc Abu Dhabi, les Émirats arabes unis soutiennent ce crime commis contre le peuple soudanais, qui s'ajoute à d'autres crimes, dont le pillage de l'or et des richesses du peuple soudanais. Badis, comment est-ce qu'on en est arrivé là, justement ? Écoutez, c'est le principe du système de prédation. Vous avez une entité, à défaut de ne pas pouvoir avoir un poids diplomatique, notamment économique et autres, enfin quoi économique, entre parenthèses, je prends des pincettes, puisqu'on en a parlé, et d'ailleurs... J'aimerais bien qu'on parle un jour, même si on avait discuté sur le sujet sur la GAFI et les Émirats, et le silence assourdissant notamment des Occidentaux. Donc c'est là où vous voyez cette géométrie variable et deux poids, deux mesures. Mais pour revenir à votre question, non, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, on a les conséquences d'une guerre sous-traitée via un projet effectivement pernicieux qui est celui non pas de cibler la Corne d'Afrique ou même cibler le Sahel, c'est cibler toute l'Afrique et tout un continent justement par délégation pour le compte d'une force, d'une entité qui veut justement s'accaparer et créer le chaos pour créer des opportunités. Je fais la transition effectivement puisque ça vient du chaos. Aujourd'hui on est passé d'une guerre privatisée vers un marché total, économique. On parle quand même de trafic d'organes. Donc, je tiens à rappeler que c'est quand même un dossier, un angle mort, notamment sur les Émirats, que l'Hebdo Show aujourd'hui met en exergue pour effectivement, pourquoi pas, l'étayer davantage par nos journalistes d'investigation pour aller au-delà et le mettre un peu sur la scène internationale, parce que c'est très important de le dire. On parle de trafic d'organes, on parle d'un système morbide, d'un système, je dirais,
qui met l'être humain au centre d'un écosystème économique, en plus de toutes les tentatives de déstabilisation et autres. On a vraiment une face des Émirats aujourd'hui qui est mise à nu et qu'on doit davantage, peut-être, pourquoi pas, creuser, explorer, pour, encore une fois, mettre au pied du mur d'abord les Émirats, mais surtout aussi ceux qui continuent à avoir ce silence inacceptable, incompréhensible, notamment de l'Occident, qui voit par contre d'autres pays et ne daigne pas justement d'aller dans des condamnations, voire même des actions économiques et coercitives, contrairement aux Émirats qui, elle, est tolérée aujourd'hui quand on parle quand même d'un peuple soudanais, le Darfour notamment, qui connaît au-delà de cet aspect de guerre, les princes de guerre notamment, les seigneurs de guerre, il connaît aussi comment dire, des épidémies, des maladies, je dirais une misère absolue, une misère endémique, auquel cas, en fait, il faut aujourd'hui se mettre vent debout aux côtés de cette cause du Soudan, au même titre que d'autres causes, notamment palestiniennes et autres. D'ailleurs, je reviens sur un peu ce qui a été dit à l'époque par les autorités soudanaises. Il ne faut pas que la cause soudanaise soit occultée par d'autres actualités, notamment, surtout parfois par la petite actualité, pour cannibaliser une souffrance aujourd'hui qui est révélée au grand jour. Karim Belgassem, avec autant de preuves concernant l'application des Émirats arabes unis dans ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquez qu'il ne fasse pas aujourd'hui l'objet d'enquêtes ou encore de sanctions internationales? Tout simplement parce que nous sommes encore une fois dans le deux poids deux mesures par rapport à l'échelle des différentes injustices avec, je dirais, le thermomètre occidental. Voilà, il y a tous ces événements qui sont occultés par d'autres événements géopolitiques comme l'Ukraine ou le génocide à Gaza, ce qui est très important, ou la guerre, même plutôt la guerre en Iran, puisque le génocide en Gaza, on n'en parle plus trop, en tout cas en Occident, mais les Occidentaux ont besoin des Émirats. Or, il se trouve que, comme tu l'as dit, Badis, la face réelle des Émirats est plutôt une façade toxique, avec génocide au Darfour, tous ces trafics d'organes. Et comme les Émirats sont un peu, alors je vais être un peu méchant, mais peut-être pas les idiots utiles d'Israël et puis de certains autres pays. C'est un bras mécanique. Oui, c'est un bras mécanique. Utilisé par l'antisionisme. Et ils tissent leur toile. Et on a l'impression que, puisque le droit international ne veut plus rien dire, et bien chacun fait ce qu'il veut. Et quelque part, il y a une bénédiction aveugle dans cette région, et on ne peut que le déplorer. Il y a un même sentiment d'impuissance, comme sur plein d'autres sujets. Enfin, ce qu'on constate, que les abattoirs humains sont en réalité quoi? Ils nourrissent une économie noire de l'ombre. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit comment le sang des Africains ne vaut rien par rapport à ce qu'ils rapportent. Aujourd'hui, il y a des circuits clandestins qui permettent justement aux Émiratais d'aller vers acheminer tous ces organes via des réseaux clandestins pour des personnes fortunées qui ont besoin d'organes aujourd'hui. Et ça, c'est l'école émirati a tiré elle a tiré justement de l'école sioniste qui a déjà opéré au nom sur les cadavres palestiniens. Il y a eu énormément d'enquêtes sur ça. Et je suis d'avis avec Badis que ce devienne un angle mort et qu'il faudrait explorer. Ce scandale-là doit faire l'objet d'enquêtes approfondies par nos médias. Rapidement, Nouhed, je fais un parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le Sahel, parce qu'il y a eu quand même un événement très important dans le Sahel, l'attaque de l'aéroport de Niamey. C'est un glissement très dangereux. Très dangereux. D'ailleurs, c'est pourquoi l'Algérie, les autorités algériennes n'ont pas tardé à avoir ce communiqué, et surtout cette disponibilité de l'Algérie à coordonner une architecture sécuritaire. Pourquoi ? Parce que c'est la sécurité du Sahel, la sécurité du Niger, par rapport à des forces obscures aujourd'hui comme les Émirats, il est important de converger, d'être dans le collectif notamment, y compris pour l'architecture de stabilité et de sécurité. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler plus longuement, Badis, une prochaine fois, mesdames et messieurs. Voilà, donc c'était pour la partie l'œil d'Alger. On revient tout de suite. Et donc je reviens pour une dernière partie, mesdames et messieurs. Place tout de suite à DZ Showtime.
Et qui dit DZ Showtime dit Nariman Zekar, mesdames et messieurs, bonsoir Nariman. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs. C'est vache ça. La Marine Tondelier, voilà, l'écologiste les Verts d'Algérie. Vas-y, t'as une autre vanne. C'était l'heure. Ah oui, ça n'existe plus d'ailleurs. Voilà. Alors, parce qu'il ne suffit pas de ressembler à cet élève. Bonsoir. Oui, bonsoir. Il ne suffit pas de ressembler à cet élève pour faire ce tu as fait l'émission dehors et tu es rentré, c'est ça. Alors cette semaine, Nariman, un magistrat a été pris pour cible après la condamnation du patron du média d'extrême droite Frontières. Tout à fait, Nouhed. Le racisme en France, vous savez comment ça marche. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Jeudi dernier, Eric Tegner, patron du journal d'extrême droite Frontières et aussi éditorialiste chez CNews, à ses heures perdues, a été condamné à 6 mois avec sursis et 10 000 € d'amende pour avoir balancé les données perso d'avocats spécialisés en droit des étrangers. Ça s'est passé au tribunal de Bobigny, le tribunal qui a d'ailleurs pas tourné autour du pot, déclarant que le magazine a dépassé les limites du journalisme, qu'on est tombé dans une sorte de rhétorique accusatoire virulente et que les avocats, eux, ne faisaient que leur boulot, celui que leur confiait la République. Un jugement donc carré, en règle, dans le fond. On pourrait donc logiquement s'attendre à une réponse dans le fond, mais non. Eric Tegner a préféré contourner carrément l'affaire en s'acharnant sur le juge, en dénonçant, je cite, une totale dinguerie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait avec l'accent du Sud. Et hop, il appelle là ses 98 000 abonnés à la rescousse et il sollicite même des dons pour financer son combat dans une vidéo postée sur X qu'on ne vous montrera pas parce que ça ne sert à rien tellement elle est puérile, mais qui a quand même fait, mine de rien, plus de 2 millions de vues. Pourquoi ? Parce que Tegner et toute sa bande ont contesté l'impartialité du juge qu'il présente comme un militant ouvertement anti-RN, anti-Rassemblement National. Sauf que le vrai problème, et là, on ne va pas se mentir, c'est en fait, c'est pas les tendances politiques de ce magistrat, c'est plutôt son nom. Je vous explique, je vais vous faire un petit dessin. On va dire que c'est un nom à connotation un peu trop maghrébine pour les fachos. Et là, du coup, le code pénal, il devient suspect dès qu'il sort de la bouche de quelqu'un dont le nom ne sonne pas assez de souche à leur goût. Et ce qui est intéressant à noter dans cette affaire, c'est que ces gens-là, ils passent leur vie à donner des leçons, à s'ingérer dans nos affaires internes, à contester des décisions de justice souveraines qui viennent d'un pays souverain comme l'Algérie, alors que eux, dès que la justice les contrarie, ils la remettent en cause et ils mobilisent leurs troupes. Et ils vont jusqu'à même mettre en danger la vie de leur politique, de leurs magistrats et de leurs juges. Résultat, des commentaires racistes et islamophobes à l'appel, des menaces, au point que le ministre de la Justice française, lui-même Gérald Darmanin, a dû sortir du bois pour condamner les attaques, je cite, racistes et les menaces dont ce magistrat de Bobigny a fait l'objet. On se pose du coup la question, qu'est-ce qui se passe alors, Eric ? Votre justice s'est exprimée et vous la remettez quand même en question, mais bon, ça se comprend. Il ne faut pas oublier qui est votre employeur, Vincent Bolloré, à qui on fait un petit coucou et qui vient d'ailleurs de se faire mettre en demeure une 1000e fois par l'Arcom, qui pointe donc une focalisation par les médias Bolloré, en particulier CNews bien sûr, sur la menace que représenteraient l'immigration et l'islam pour la société française. C'est clairement du réchauffé, on va se le dire, mais tout comme l'argumentaire de la chaîne, CNews qui va bien sûr nous ressortir son argument habituel. Mais voyons, on est pluraliste, on a quand même Julien Drey sur notre plateau, regardez. Sauf que Julien Drey, parlons-en 2 minutes, c'est un sioniste qui est devenu la caution de gauche permanente de la chaîne, qui intervient 2 à 3 fois par semaine et qui en plus confisque au passage le temps de parole de nombreux profils en France qui, eux, pourraient réellement apporter cette pluralité. Sauf que sur le fond, on le sait, c'est juste une minable mise en scène, une sorte de tour de passe-passe. On vous ramène un sioniste de gauche face à un sioniste de droite, et on appelle ça du pluralisme, et tout le monde applaudit, bravo. C'est pas, en tout cas, ce que j'appellerais, moi, personnellement, un débat, c'est plutôt une pièce de théâtre bien rodée, version Bolloré, avec un rôle écrit pour chaque acteur, et on ose encore se positionner comme donneur de position. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que la boucle est bouclée. On quitte les tribunaux. Il faut noter que Julien Drey était un porte-parole
dans une autre vie du Parti socialiste, mais qui depuis n'est plus socialiste, qui a basculé dans l'extrême droite. Non mais Julien Drey, attention, tu en parles, c'est le monsieur touche pas à mon pote. Oui. C'est la mise sous tutelle du Maghrébin. Dans une autre vie. Dans les années 80. Changement d'ambiance, messieurs, on vire au vert, vu que je suis habillée en vert, et on va parler de nos verts à nous. Ils ont posé leur valise ce dimanche à San Francisco, accueillis par une diaspora algérienne venue en nombre pour les soutenir. Prochaine étape donc, mardi, 3h du matin, heure algérienne, aïe aïe aïe, pour ce deuxième match de poule face à la Jordanie. Avant ce rendez-vous, notre expert foot Nabil Djellit nous a fait son analyse dans le Mondial Express. On l'a contacté tout à l'heure pour lui poser nos questions. C'est parti, on y va. Salut, c'est Nabil Djellit pour Mondial Express. Alors, cette Coupe du Monde à 48, déjà, c'était une vraie curiosité parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de pays qui ont participé à la Coupe du Monde. On a élargi, en fait, la possibilité de voir des nations venir jouer cette Coupe du Monde, un peu comme aux Jeux Olympiques. Il y a un peu cet esprit-là, quelque part, tout le monde peut participer. Tout le monde est invité, c'est pas toujours les mêmes nations, c'est de moins en moins un club fermé. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympa parce qu'on voit des supporters des quatre coins de la planète, enfin ceux qui ont eu la chance d'avoir un visa. Et on voit aussi des couleurs, on voit une autre manière de jouer, on voit d'autres peuples. Et jusqu'à présent, je trouve que la fête, elle est plutôt réussie à ce niveau-là. Donc, pour moi, 48, pour l'instant, c'est plutôt une réussite pour cette Coupe du Monde. Africain contrasté. 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Quelle est ton analyse? Eh ben, on va dire que le démarrage du côté africain, il est à peu près logique. Les nations africaines, c'est des nations qui sont intermédiaires pour l'instant avec quelques bonnes équipes. Donc, quand elles jouent des équipes très fortes, c'est difficile forcément de les battre. Les équipes africaines, elles jouent pour le moment leur tournoi contre les équipes qu'elles doivent battre normalement. Par exemple, je sais pas, le Ghana a battu Panama, c'est normal. La Côte d'Ivoire a perdu de justesse contre l'Allemagne. C'est pas fou, c'est pas un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire aurait pu mieux faire. Maintenant, les nations africaines, elles sont à peu près au même rythme que les nations sud-américaines. Pour l'instant, c'est les nations européennes qui sont un peu devant. Maintenant, il va falloir attendre avant de tirer des conclusions, parce que tirer des conclusions dès maintenant, c'est comment juges-tu l'entame de l'équipe nationale d'Algérie? Qu'est-ce qui a vraiment posé problème dans le jeu algérien face à l'Argentine? Eh ben, on va dire que l'entame de l'équipe d'Algérie, il faut être très honnête, c'est une déception. Clairement, c'était un des matchs qui était le plus attendu par tout le monde, et pas seulement par l'Algérie, l'Afrique, parce que il y avait un vrai engouement, un vrai enthousiasme. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensaient que cette équipe algérienne était capable, comme elle l'a déjà fait par le passé, de déstabiliser, voire de réussir un résultat contre l'Argentine. Malheureusement, elle l'a pas fait. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est une équipe qui a été trop passive, trop spectatrice. Et il y a eu probablement des mauvais choix également qui ont été faits. Donc oui, effectivement, pour l'instant, c'est une déception, mais on peut perdre, mais pas perdre comme ça. Mais pour moi, l'Algérie joue son tournoi avant tout contre la Jordanie et l'Autriche. C'est là où il faudra. Léo Messi, l'homme du match, carton rouge ou pas carton rouge. On a vu qu'il y avait beaucoup de spécialistes et un paquet d'experts qui avaient dit qu'il aurait dû prendre un rouge. Alors très honnêtement, évidemment, sur cette situation-là, c'est difficile de dire que Lionel Messi ne doit pas prendre de carton rouge. Il n'a même pas pris de carton jaune. Alors moi, je veux bien que l'arbitre n'ait pas vu, mais le VAR, il sert à quoi dans cette histoire? Le VAR aurait dû le rappeler, évidemment. Ensuite, lui aurait pu trancher. Des situations comme ça, elles sont très fréquentes dans le football. Et pour moi, l'intégrité physique de Aïssa Mandi a été mise en jeu. C'est-à-dire qu'Aïssa Mandi, sur cette situation-là, il aurait pu se blesser. Et effectivement, je pense que Lionel Messi aurait dû prendre un carton rouge. À mon sens, peut-être que Aïssa Mandi a manqué un peu d'expérience sur ce coup-là, même s'il en a. Je pense qu'il aurait dû rester par terre et faire intervenir la VAR. Parce que quand vous restez par terre, ça veut dire qu'il y a une possibilité que vous soyez blessé. Et là, je pense que ça aurait été plus difficile pour la VAR de ne pas
Alors moi, je pense que Messi, en fait, il fait peur à personne. Messi, tout le monde l'admire, en fait. Je pense que c'est plus facile de prendre des photos avec lui que de lui mettre un carton rouge. C'est ça qui s'est passé. Donc, en fait, évidemment que Lionel Messi n'est pas arbitré comme les autres joueurs, parce que prendre une décision comme celle-là, en modo-vision, pour un premier match de Coupe du Monde, bah, ça a des conséquences. Ça a des conséquences médiatiques sur les arbitres qui peuvent prendre une tempête derrière, qui peuvent être très critiqués. Arbitrer Messi, c'est pas arbitrer n'importe quel autre joueur. Déjà, c'est un artiste. Donc, les artistes, on les protège en règle générale. Et pour moi, effectivement, il y a une pression par rapport à ces joueurs-là. Messi, Cristiano Ronaldo. Si ça avait été dans l'autre sens, je peux vous garantir qu'Aïssa Mandi, à minima, la VAR, elle était rappelée. Si c'est Mandi qui fait la faute, à minima, la VAR, elle est rappelée. Et je peux quasiment vous garantir que que Mandi prend un rouge. Et d'ailleurs, quand on regarde bien la situation, Lionel Messi, il sait qu'il a fait une énorme erreur par maladresse. Et d'ailleurs, on le voit sur son visage. Il est très inquiet. Mais bon, il s'appelle Lionel Messi. Voilà, c'est comme ça. Ah bah pour moi, c'est un match éliminatoire. Là, l'Algérie, elle n'a plus le choix. Elle joue son tournoi sur ce match-là, déjà, parce que si elle perd, par exemple, elle est quasiment éliminée. Donc, ça veut dire que c'est un match, c'est à quitte ou double pour l'Algérie. Elle n'a pas le choix, elle doit réagir, elle doit être dominante, elle doit gagner ce match. Si elle fait match nul, il faudra qu'elle batte l'Autriche. Mais là, on n'a pas le choix, on est dos au mur, on doit réagir et on doit surtout montrer une autre image et une équipe avec beaucoup plus de cœur. Alors, on termine sur un pronostic. Bon, bah, je pense qu'on va gagner. Je dirais 3-1. Je vois bien un but de Mahrez. Je vois bien Mahrez sauver la patrie, là. Et si on gagne ce match-là, je pense qu'on se qualifiera et on fera match nul contre l'Autriche. Voilà. Donc, c'est ça mon pronostic. Pronostic, Mehdi, sur ce que... Non, pronostic, t'es d'accord avec Nabil ? Moi, je suis un soutien inconditionnel de mon équipe nationale et je fais confiance aux joueurs, je fais confiance au staff, je fais confiance à la direction pour se qualifier pour les 16e de finale. Et je suis persuadé, en tant que supporter qui suis derrière son équipe nationale, qu'on va se qualifier, Inch'Allah, qu'on va battre la Jordanie. Et qu'on va, Inch'Allah Ya Rabbi, se venger du match de 82, du match de la honte avec l'Autriche, et qu'on va battre l'Autriche, et qu'on va se qualifier parce que je suis un supporter et que je supporterai mon équipe. Et un véritable supporter, c'est dans les bons et dans les mauvais moments. C'était qu'un match, c'était que le premier match de la Coupe du Monde, encore une fois, contre le champion du monde en titre, contre un extraterrestre qui a 8 ballons d'or consécutifs ou 9 ballons d'or consécutifs. C'est pas grave, maintenant c'est passé, et ben on va y aller, on va gagner et on va se qualifier, Inch'Allah. Parce qu'on est des Algériens, on croit toujours à notre destinée. Voilà. Merci à tous. Faisal Matawi, toujours le dernier mot, il veut toujours arriver. J'ai dit qu'il fallait rester optimiste. Je suis d'accord avec Mehdi. Karim Belgassem, merci d'avoir été présent avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Très bonne soirée.